Je réponds au nom de M. Douglas Kalombo. Je suis le CEO de l'entreprise Global Service. Global Service est une entreprise d'import-export, mais on a aussi d'autres activités secondaires que nous faisons. Donc c'est ici la réception. Et c'est ici la réception. Quand les gens viennent, ils se mettent de l'autre côté et la secrétaire elle est là. Et ça fait combien d'années que vous occupez ce numéro? Pratiquement 5 ans. Et la particularité avec Global Service, nous faisons même la douane. Donc quand quelqu'un envoie, on n'ouvre pas nos conteneurs au niveau de Matadi, on amène ça jusqu'à Kinshasa. C'est à Kinshasa qu'on sert nos clients. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. Fabriqué à base de plantes naturelles. Une explosion de saveurs. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Face à Face, le tout dernier numéro de la semaine. Ça va être un entretien avec un journaliste que vous connaissez. Il s'appelle Jean-Pierre KMB, ancien de la RTGA, où il a fait beaucoup d'émissions, plusieurs fois correspondant des médias en ligne. Aujourd'hui, il est le propriétaire, sinon le promoteur de la chaîne Non à la balkanisation. Aujourd'hui, il me fait l'honneur de répondre à certaines questions, son impression sur la justice, parce que c'est quand même assez important d'en parler en tant que journaliste, comment il suit l'évolution de notre justice, quelques cas, bien sûr. On va essayer un peu d'en parler. Jean-Pierre KMB, comment allez-vous? Bonjour, cher ami Christian. Merci de l'invitation. Je me porte bien. Et je suis très honoré d'être ici, en face de vous. Il faut le dire, ça fait 8 ans qu'on a travaillé ensemble. Je crois qu'on a travaillé pendant 8 ans ensemble. Oui, on a partagé le même bureau. Oui, c'était une expérience enrichissante. Une très belle expérience, en tout cas. Travailler avec un homme si intelligent comme vous. C'est réciproque. Merci. Et donc, mais toujours pas d'accord sur beaucoup de points. Oui, mais c'est ce qui fait la beauté de la chose. Je pense que la diversité est une richesse. Chacun a son opinion, son point de vue, et les tout mis ensemble, on a ce que nous avons aujourd'hui. Nous nourrissons ce débat, des contradictions, mais en nous contredisant, plusieurs fois, on a abouti à des conclusions communes. Voilà. Sinon, je suis content de ce que nous sommes devenus, nous deux, après cette belle expérience sur RTG avec M. Pius Mouabilou. Aujourd'hui, vous êtes indépendant, moi aussi. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, il faut dire que vous êtes aujourd'hui beaucoup plus proche. On vous voit à côté de l'ancienne première dame, Madame Olive. Vous êtes très proche d'elle, tantôt enfant chéri, tantôt journaliste préféré, et tout ça. Et vous avez fêté votre anniversaire d'ailleurs. Il faut dire qu'il n'y a pas longtemps, hein, il y a combien de jours déjà? Le 7 juillet. Le 7 juillet, c'est le mois de l'anniversaire de mon fils aussi. Joyeux anniversaire. Merci. 33 ans, c'est beaucoup quand même. À nous deux, merci. 33 ans, c'est à la fois beaucoup et trop peu. Beaucoup par rapport à ce que nous devons faire. Nous estimons que nous sommes en retard, mais nous ne sommes pas dans une course. C'était un agréable anniversaire fêté à Goma. Vous dites que je suis tantôt enfant chéri, tantôt journaliste préféré. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Je suis simplement ces journalistes à qui on fait appel quand il y a à communiquer, quand il y a des infos qui concernent l'ancienne première dame. Et il arrive, heureusement, que je me retrouve dans certains de ces déplacements, mais je ne suis ni journaliste préféré, ni enfant chéri, parce que l'anniversaire qu'elle m'a offert, c'est-à-dire la réception, les cadeaux, tout ça, il fait ça à tous les membres de la délégation, ou même quand nous sommes ici, c'est pas la première fois. Déjà l'année passée, j'ai reçu 2 bouteilles de runard, j'ai reçu une enveloppe, et elle fait ça à chaque membre, à tous ceux qui sont autour d'elle. Je crois que c'est peut-être pas une question d'avoir de l'argent, mais plutôt d'avoir un bon cœur. Qu'est-ce qui vous rend fier aujourd'hui?
vous personnellement, du haut de vos 33 ans, qu'est-ce qui vous rend fier? Ce qui me rend fier, d'abord, ma plus grande fierté, c'est la famille que j'ai réussi à fonder. Légalement marié et père des 2 mignons garçons. Quand je me réveille et que je vois tous les 3, je me dis c'est ma plus grande réussite. Okay. Ma fierté, c'est aussi cette indépendance que j'ai réussi à avoir, indépendance professionnelle. Aujourd'hui, en dehors de non à la balkanisation, j'ai monté un site d'info en ligne, 24h.cd. Et quand je vois que hier, je dépendais de quelqu'un et qu'aujourd'hui, il y a des gens qui dépendent de moi, j'ai toujours voulu ne pas ressembler à d'autres, m'arranger à ce que ceux qui sont autour de moi ne manquent peut-être pas le minimum pour survivre. Et quand je vois ça et que je vois la fin du mois s'approcher, je me dis qu'il faut que je redouble d'efforts pour que mon personnel soit payé. Pour moi, c'est ma plus grande fierté. Quel est le type de chef que vous êtes? Quel type de chef êtes-vous? Je suis ces chefs qui n'aiment pas la titrologie, qui n'aiment pas rester au bureau, un bureaucrate. D'ailleurs, je partage le même locaux avec mes collaborateurs. C'est que je dois manger moi à midi, c'est ce qu'ils mangent. Nous commandons généralement un même plat. Un chef beaucoup plus proche et qui n'est pas savant, qui apprend de ses collaborateurs. Chez nous, on a un concept, c'est que il n'y a pas de maître ici. Tous nous apprenons mutuellement. Je pense que je ne veux pas être ce chef perché. D'ailleurs, je ne suis pas chef. Je ne les appelle pas mes agents. On est tous collaborateurs. Aujourd'hui, comment voyez-vous le journalisme au Congo? Non, je pense qu'il y a des choses à faire. Il y a des réformes qu'il faut mener. Parce que vous et nous sommes partis du journalisme classique. La télé, la radio, tout ça. Mais c'était sans penser qu'aujourd'hui, Christian Bossembe serait à la tête d'un empire important. Congo Buzz, avec toutes les filiales qu'il y a. Et donc, il faut peut-être repenser le métier. Je crois que dans les lois précédentes, ce que nous faisons aujourd'hui n'était pas inclus. Ce qui fait que c'est pour ça que je vous félicite parce que vous avez été parmi les précurseurs, ceux qui ont découvert le monde virtuel, les médias en ligne avant nous autres. Et donc, à l'époque, YouTube, c'était, on dirait, une sorte d'aventure. Ouais, il n'y avait pas de structure viable. N'importe qui, voilà, on vient raconter ça. Voilà, avec sa vie. une petite caméra, tout ça. Aujourd'hui, vous avez des structures viables, vous avez des locaux, vous avez un personnel qui est rémunéré, vous voyez. Donc, mon regard, c'est qu'il faut peut-être intégrer tout ça dans une sorte de loi. Mais je pense aussi que notre UNPC accuse beaucoup de failles et que j'apprends qu'il y a des travaux sur les états généraux de la presse. Par exemple. Parce qu'aujourd'hui, on peut se réveiller matin, devenir journaliste. Pour moi, être journaliste ne signifie pas seulement avoir été à l'ESTI FASIC comme nous. Vous me parliez quand même. Oui, je crois que le journalisme, on peut l'apprendre sur l'État. Mais je pense qu'actuellement, on décerne la carte à n'importe qui, de n'importe comment. La profession n'est pas suffisamment régulée. Et bon, ce qui nous amène à tous les dérapages auxquels nous assistons. Malheureusement. Alors, on va prendre deux, trois petits sujets, puis on va rentrer dans le sujet de la justice. Ce mois de juillet a été quand même un mois assez important. Je ne sais pas si je dois le dire comme ça. Il y a quand même eu beaucoup de morts. Il y a eu le cardinal qui est parti. Il y a Kadiumbo qui est parti aussi. Je crois que je suis en train d'oublier quelqu'un d'autre qui est parti. Le professeur Kamana. Oui, par exemple. Le professeur Kamana. Oui. Ouais. Donc, moi, je ne savais pas, vous m'informer. Alors, que représente pour vous toutes ces morts toutes ces personnes qui meurent et tout ça? En commençant par le professeur Kamana dont vous me parlez tout à l'heure. Le professeur Kamana que je connais particulièrement, Kadiumbo aussi, le cardinal, avec qui j'ai célébré 2-3 messes parce que je suis, je sers à l'église aussi. Je suis lecteur. Finalement, je me dis que la vie ne tient qu'à un fil. Ouais. Mais ça n'a pas commencé en juillet, ça a commencé bien avant. Hein. En dehors de ça, je vois tous ces amis, ces aînés à nous qui travaillent à la présidence, qui nous quittent l'un après l'autre. C'est très inquiétant. Au-delà de ça, j'ai vu la souffrance. Je ne sais pas, j'étais en train de me dire, est-ce que nous mourrons des Covid? Est-ce que notre pays est devenu un mouroir? Parce que
Je ne suis pas encore allé sur Internet ce matin, mais dès que vous y arrivez, vous ne manquerez pas de trouver quelqu'un qui a perdu un proche et tout ça. Est-ce que nos structures de santé ne font plus le travail correctement? J'apprends que les médecins vont radicaliser leur grève. Il n'y a pas longtemps, les infirmiers étaient eux aussi en grève. Les gens qui travaillent pour la Covid, il n'y a pas longtemps, ils n'étaient pas payés. Mais bon, quand j'ai fait la sommation de tout ça, je me dis peut-être que la vie ne tient qu'à un fil et que ça ne sert à rien de faire du mal aux autres. J'ai vu la souffrance des gens à Goma, nos compatriotes, nos concitoyens sinistrés de l'éruption volcanique. J'ai vu qu'ici à Kinshasa, nous arrivons à jouer quelquefois avec un peu d'argent. J'ai vu des gens moisir, des gens manquer de tout, des gens reconnaître avoir fait des semaines entières sans manger. Comment ils le font pour vivre? J'ai vu des gens occuper une petite tente d'à peine 1,5 mètres, où on trouve là-dedans femmes, enfants et mari. J'ai vu quelqu'un être content et fier quand on lui remet un billet de 100 $, ou 200, un peu plus. Là, c'est avec Madame Olive. Je ne connais pas combien Madame Olive a offert. Sinon, c'était des enveloppes, des pannes, aussi des parcelles. Des enveloppes pouvant permettre aux sinistrés d'avoir une certaine autonomie financière. Ceux qui le peuvent, ils vont quitter le camp parce qu'il y a évidemment risque de propagation des maladies d'origine hydrique. Ils peuvent avoir une activité génératrice de revenus. Et ceux qui ne peuvent pas, ils peuvent rester là dans le camp en attendant évidemment qu'ils soient délocalisés. Mais il avait pensé aussi trouver une autre solution, c'était leur donner des parcelles. Parce qu'ils n'ont pas perdu que des champs, ils ont perdu aussi des maisons, pas tous évidemment, 2500 parcelles. Il a tendu la main aux autorités, aux autres philanthropes, s'ils peuvent aider ces gens à construire parce qu'il n'a pas suffisamment de fonds pour construire 2500 parcelles. Bref, parce que ici à Kinshasa, il y avait des fortes polémiques. Je pense que c'est peut-être l'occasion que j'en parle ici. Rien ne sert à alimenter cette polémique infertile entre qui a fait quoi, pourquoi, entre ce que le président a mené, ce que Olive a mené. Je pense que des moments de drame, comme celui que nous traversons actuellement à Goma, et à travers le pays aussi, l'insécurité, ça devait être des moments qui nous rassemblent. Ça ne devait pas être des moments de concurrence, de chercher à voir qui a fait quoi et comment. Parce que pendant que nous étions là-bas, j'ai vu quand même des très fortes polémiques ici. Des gens essayant de comparer Maman Olive à Maman Denise. Il faut que je dise ici que c'est deux personnes différentes. L'une est aux affaires, l'autre a été aux affaires et maintenant il est à la maison. Elle s'occupe de ses champs et quand il peut, il puise dans sa générosité pour apporter son aide à nos concitoyens. Si Maman Denise le fait aussi et que d'autres le font, dans tous les cas, ça concourt au bien-être de nos populations. Et je pense vraiment que ces débats ou ces polémiques n'ont pas leur place en ce moment. Alors, parce que c'est dit, revenons sur la... Que représente le cardinal Mosengo pour vous personnellement en tant que journaliste et pour vous en tant que fidèle de l'Église catholique? Une icône, un personnage très important pour l'Église et pour la société congolaise. Je crois que le cardinal avait transcendé certains clivages qui n'appartenaient plus à l'Église catholique. Aussi, je pense que c'est parmi les rares Congolais à avoir siégé, à avoir occupé tellement de hautes fonctions jusqu'à siéger à la curie romaine. Quand vous voyez son passage à la CNS, jusqu'à ces fameux discours, les médiocres dégagent, je pense que d'une certaine façon, en tant qu'humain, il y a quand même des choses qu'on lui reprocherait, mais en tant que père spirituel, en tant que clergé, il aura suffisamment joué son rôle, à la fois pour les enfants de Dieu et pour son pays. Je pense qu'il a été pour beaucoup dans la tenue des élections. À un moment donné, je n'étais pas d'accord avec lui, avec notamment les opérations jeudi cloche. J'avais parfois l'impression qu'il en faisait un peu de trop. Mais après, je trouvais que l'Église devait être là. Parce qu'il dérangeait ton camp politique, c'est tout à fait normal. Non, pas parce qu'il dérangeait mon camp politique. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes silencieux quand il s'agit d'Ambongo. Non, même qu'Ambongo donne au pouvoir, ça ne vous dit absolument rien. Non, Ambongo, sur certaines questions, je n'ai pas été d'accord avec lui. Par exemple, c'est sorti contre la réélection de Félix Tshisekedi. Quand l'Église prétendait avoir des résultats, moi j'ai dit non, je ne suis pas d'accord. L'Église n'est pas la commission électorale. C'est pas l'Église, la Cour constitutionnelle qui proclame les résultats ou les confirme. L'Église, à la limite, peut s'arrêter évidemment à
à ses témoins, mais qui n'étaient pas aussi partout. Donc, quand tout va bien, je dis oui, là c'est bon. Quand l'Église déroge de sa mission, qu'elle en fait un peu de trop, là je reviens à la laïcité du pays. Est-ce que vous pensez quelle est la différence que vous établissez entre le cardinal Ambongo et le cardinal Mosengo, les deux, et leur conduite de l'Église par exemple? Bon, je crois que sous Ambongo, l'Église en ce moment traverse des moments de tempête. Je crois que l'Église connaît un sérieux problème d'organisation en ce moment. C'est peut-être des choses que je ne saurais dire ici, mais je crois que du côté de l'organisation, nous pêchons un tout petit peu. Mosengo, au-delà de ce qu'il a été, moi, je l'ai vu activement en politique, mais je me retrouvais aussi dans certaines de ses homélies. Bref, ils sont tous deux au service de l'Église, mais je pense que du temps de Mosengo, l'Église congolaise était beaucoup plus épanouie et qu'il y avait de moins en moins de troubles, de moins en moins de conflits auxquels nous assistons maintenant. Alors, moi, je ne saurais le dire publiquement. Je comprends, vous êtes pas catholique, ce sera difficile pour vous d'en parler. Mais parlons un peu de Kadiombo. Est-ce que vous l'avez connu? Comment vous avez accueilli cette nouvelle, selon vous? Je n'ai pas eu de relation particulière avec lui, mais Kadiombo, il fait quand même partie de ceux qui ont bercé notre enfance. À la télé, on le regardait déjà. J'étais particulièrement fanatique de ces comédies un peu satiriques. Je l'appréciais beaucoup. Avec le temps, j'ai vu qu'il a même fait des études de droit, qu'il était même devenu avocat. Ouais. Il y a 2 ans, il a basculé dans les chroniques politiques, ce qu'il faisait d'ailleurs avec délectation. Et que sa passion pour le président Tshisekedi, moi, ça m'inquiétait pas outre mesure. Et donc, c'était quelqu'un d'assez polyvalent qui s'est retrouvé dans chacun des rôles qu'il a décidé de jouer. Tantôt comédien, avocat. Il avait un sens d'histoire assez profond parce que il était parle de l'histoire Lunda, l'histoire Kuba, l'histoire des peuplements et tout. C'est quand même quelqu'un exactement. J'ai même écouté ces dernières sorties, ces dernières chroniques sur Katumbi. J'apprenais quand même beaucoup de choses quand il parlait notamment de l'histoire du stade Mazembe. Je suis allé à Lubumbashi, je reviens de Lubumbashi il y a 2 mois. J'ai visité ces stades, c'est joyeux. Et bon, j'apprenais que c'était pas Katumbi n'a pas construit, qu'il a juste refait ou réhabilité un stade existant. Enfin, je ne sais pas parfois s'il racontait des inepties, mais je crois que toute mort des gens aussi célèbres, parce qu'il n'y a pas que les célébrités qui nous quittent, il y a des anonymes qui nous quittent tous les jours ici. Faites un tour sur chacune de nos avenues, vous verrez qu'il y a un signe de deuil. Voilà. Donc, Kadiombo est une grande perte. J'ai lu par exemple un tweet d'un défenseur des droits de l'homme, monsieur Kapiamba ou son collègue Katende, qui dénonçait, expliquant que monsieur Kadiombo aurait été tué. Bon, en tout cas, d'autres personnes disent non, il a été visité par des personnes indésirables qui lui ont roué des coups. Je dis Kadiombo, c'est quand même quelqu'un de connu. Si pareil incident s'était passé à son domicile, nos journalistes nous serions informés. Effectivement, moi j'étais informé. Mais puis après, la version, parce qu'il y a plusieurs versions, on dit que ces gens auraient laissé quelque chose et qu'il aurait inhalé. Et puis après, c'est les problèmes qui ont commencé. Les problèmes vont commencer à partir de ce moment-là. Mais puis après, il y a tellement de choses. Mais ce qui est vrai, au moins de façon claire et unanime, la famille reconnaît que M. Kadiombo, c'était pas la Covid. C'est vrai qu'il avait souffert de la Covid. Après, on a guéri la Covid. Il n'y avait plus question de Covid. Mais les taux d'acide étaient très élevés et qu'il y avait vraiment des problèmes d'intoxication. Par exemple. Donc, de poison, d'empoisonnement. Comme vous dites, les morts ne sont pas innocentes chez nous, donc... oui, mais si c'est le cas, je crois qu'il faut qu'on mène peut-être des enquêtes. Je ne sais pas si là, on va nous dévoiler les tueurs de Kadiombo, parce que nous attendons toujours qu'on nous dise qui a tué le juge Raphaël Yanni. Nous attendons toujours. Est-ce que cette propension du poison aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est du bluff ou c'est quand même un fait réel? Ou, comme vous dites, les anonymes, il y en a beaucoup qui meurent de poison. Tel jeune garçon a été empoisonné, telle jeune fille a été empoisonnée, tel mari a été empoisonné, telle femme, tout ça. Est-ce que c'est devenu une culture maintenant d'empoisonner les gens quand on n'est pas d'accord avec eux? On en parle. N'oubliez pas non plus que les réseaux sociaux amplifient les choses. Je ne suis pas encore tombé sur un cas cliniquement démontré que cette personne est décédée des suites des substances toxiques retrouvées dans son corps.
Mais je vois comme beaucoup d'autres personnes sur les réseaux sociaux, tel a été empoisonné. Mais à côté de ça, il faut voir est-ce que nous nous faisons checker régulièrement. N'oublions pas que des gens en bonne santé, comme vous, comme moi, nous sommes des malades qui nous ignorons. Vous voyez. Donc, les réseaux sociaux ont leur part aussi d'intoxication dans cette affaire. Mais on en parle de plus en plus, ça devient inquiétant au point qu'il est maintenant difficile de venir ici, Christian, partager un verre facilement avec vous, parce qu'on ne sait plus à qui faire confiance. Qui est qui, hein? Nous commençons à boire à la maison, on se promène seul, on n'a plus d'amis comme tel. Parfois, on se dit, ben, on finira tous par mourir un jour ou l'autre. Voilà. On va relâcher un peu la pression. Alors, Jean-Pierre, entrons dans le sujet. Quelles sont vos impressions sur la justice, par exemple? On va prendre d'un seul élément aujourd'hui, que la justice. Quelle impression avez-vous de cette justice post-Kabila? La justice post-Kabila a commencé à nous assurer un tout petit peu au tout début, quand on a déclenché la vague d'arrestation pour le procès 100 jours. Quand j'ai vu un haut placé, M. Caméré, tous ces mandataires qui avaient été arrêtés, être jugés et la plupart être condamnés, je m'étais dit, ça y est, on est pleinement dans ce qu'on a appelé état de droit. Mais les choses ont dégénéré juste après. Parce que quand on a suivi le procès Caméré de très près, qu'on voit que l'argent est bien sorti, et que l'argent a été utilisé à telle fin, et qu'il y a des conteneurs, des matériels qui sont encore bloqués dans des pays voisins, on s'est dit, qu'est-ce qu'il fait en prison? Et cela, cette injustice avait été corrigée, parce qu'on a vu que beaucoup d'autres mandataires qui avaient été condamnés ensemble avec lui dans le cadre de ce projet 100 jours, la plupart ont été relaxés. Certains ont même repris leurs fonctions. Le DG de l'Office des routes, l'aîné Mouti Massakrini, celui des Sokok, l'autre de l'OVD. Ceux-là même ont même été graciés par un acte du président Tshisekedi, ce qui voudrait dire que le président a reconnu, en graciant ces gens, qu'ils étaient innocents, même si la grâce présidentielle n'efface pas évidemment la condamnation. À partir de cet instant, je commençais à douter du sérieux de notre justice. Je commençais à douter. Parce que du temps de Kabila, on dénonçait la même justice. N'ayez pas une mémoire courte, Tambwe Mwamba dénonçait déjà les travées, voitures, véhicules et villas. Kabila lui-même aussi, à un moment donné, il était revenu sur cet appareil judiciaire. La conduite de certains de nos magistrats, en dépit du fait qu'il avait revu sérieusement à la hausse leur salaire. Et le président Tshisekedi, sérieux sur les gâteaux, est venu davantage renforcer cette inquiétude que nous avions quand lui-même reconnaît qu'il y a encore davantage d'ailleurs la corruption au sein de l'appareil judiciaire. Bon, je ne sais pas s'il fallait vite passer à l'action en frappant, parce qu'on se souviendra quand même que du temps de Mouzé, des magistrats véreux avaient été révoqués. Oui, mais la décision a été très attaquée. La décision de Kabila, en chassant les magistrats qui se considéraient des véreux, les analyses ont été faites et les preuves ont été apportées que les deux présidents étaient roulés. Ça veut dire l'intention de leur côté était très bonne, inquiétés de la mauvaise chose, mais piégés par la chose. C'est-à-dire que ce sont les mêmes magistrats qui se sont entendus pour chasser ce magistrat qui était assez rigoureux et ainsi de suite. Et pour le président Kabila, les deux présidents Kabila ne pouvaient rien faire. Alors, si les deux Kabila ont tapé à côté, moi je n'attendais pas du président Tshisekedi qu'il se plaigne, j'attends qu'il frappe très fort, parce qu'il est quand même le magistrat suprême. Il y a des cas d'injustice, parce que moi, je pense, Christian Bossembe, que défendre les droits des autres, c'est à l'ultime, c'est défendre soi-même. Parce que si vous laissez faire un cas d'injustice aujourd'hui, parce que c'est Kayembe qui a peut-être des opinions contraires aux vôtres, demain après-demain, ce sera peut-être votre tour, et qu'il n'y aura probablement personne pour crier à la violation de vos droits. J'ai noté qu'il y a eu des vagues d'arrestations. Certains ont pensé que faire aimer Tshisekedi dans l'opinion, c'est arrêter tous ceux qui ont travaillé avec Kabila. Je reconnais ici qu'effectivement, certains de ceux qui ont travaillé avec Kabila sont trempés dans des affaires louches, ont peut-être été corrompus ou ont détourné. Mais pas tous, évidemment, il ne faudrait pas qu'on mette tout le monde dans un même sac. Malheureusement, on a fait qu'on croire à l'opinion qu'il fallait arrêter tout le monde. C'est comme ça qu'il y a eu des arrestations arbitraires et des condamnations évidemment, qui ne reposait sur aucune base. Il y a un cas que je voudrais évoquer ici,
j'en parle parce que j'ai pris le temps de découvrir ce dossier, de lire, sans évidemment avoir la prétention de bien maîtriser le droit, mais sans aussi avoir des lunettes microscopiques en droit. Mais j'ai compris que ce cas a été mal jugé. Le cas de M. Abdallah Bilingue, qui était DG de la RVA. Monsieur a été arrêté à la fin de l'année 2020, condamné en janvier 2021 au cours d'un procès expéditif à 20 ans de prison. Pourquoi? Parce que il a fait le choix entre payer le personnel et s'acquitter des cotisations socio-professionnelles et de la dette fiscale de l'entreprise. On dit qu'il a détourné 15 millions. Mais au cours du procès, on n'a pas vu des magistrats démontrer à quel point ou à quel niveau monsieur a détourné l'argent. On n'a pas vu des magistrats démontrer clairement que l'argent est sorti du compte X pour être affecté ou a pris une destination inconnue. C'est de l'argent qui n'a jamais existé. Mais on lui reproche beaucoup de choses. Je vous donnerai le temps d'expliquer. Par exemple, pour M. Biselengue, je crois. Bilingue, pardon. Bilingue. On dit beaucoup de choses sur lui. Qui serait le financier de la Kabylie. Bien évidemment, c'est parce que la justice dit. Mais ça, c'est ce que l'opinion pense. Certaines opinions estiment que monsieur était l'argentier de Kabila et qu'il aurait été protégé ou qui serait protégé par Dada, la sœur du président. Bref, ce serait l'argentier de la famille de Kabila et qu'il aurait fait beaucoup de tort, causé beaucoup de tort à l'entreprise. Voilà pourquoi on l'a amené là-bas. Voilà pourquoi les choses sont allées dans ces conditions, à ce niveau-là. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Bah, ça reste à savoir. Malheureusement, vous dites qu'il a été l'argentier. Les sociétés, nos sociétés publiques, comme vous le savez, c'est des canards boiteux. Déjà que la société peine à payer son personnel. Je ne sais pas à quel moment on va prendre l'argent pour donner à qui. Et Kabila travaillait, il avait un salaire. Ça, c'est tout sauf vrai. D'ailleurs, M. Bilingue, moi, je ne l'ai pas connu politiquement actif. Je ne sais pas, il appartient à quel parti politique. Mais les argentiers ne sont pas enfin, non, on en connaît quand même. On en connaît quand même qu'ils soient actifs. Mais la RVA comme telle, moi, je note que le passage de M. Bilingue à la RVA a changé beaucoup de choses de manière positive. Déjà, quand monsieur arrive, en 2012, en 2013, il écrit à la Banque mondiale, sollicitant une aide financière. Pourquoi? Parce qu'il trouve que la société était surendettée. La RVA, en ce moment, a accumulé jusqu'à 58 millions de dettes. Parce qu'il y avait jusqu'à 1000 personnes qu'il fallait renvoyer en retraite. Il y avait beaucoup de choses. La Banque mondiale ne lui répond pas. En 2015, il dit, mais il faut qu'on supprime cette dette parce que la société doit vivre et qu'elle peut s'ouvrir à des capitaux des particuliers. Il écrit à la ministre du portefeuille, en son temps, c'était Mme Janine Mabunda, lui demandant de supprimer la dette fiscale de l'entreprise. Rien n'a marché. En 2016, on crée un guichet unique. Le guichet unique, parce qu'à l'époque, les cotisations, l'argent dont on parle ici, c'est de l'argent qu'il fallait verser à la DGI, verser à l'INPP, verser à l'ONEM, verser aussi à la profit des travailleurs. Oui, c'est de l'argent des travailleurs. C'est-à-dire, c'est une retenue à la source. Exact. Mais il s'avère malheureusement que la masse salariale, l'enveloppe salariale, l'argent que la RVA mobilise est inférieur à l'argent qu'il faut pour prendre en charge toutes ces dépenses. Alors, tout allait bien quand il n'y avait pas de guichet unique, parce que là, c'était possible qu'on pouvait avoir un peu d'argent, on paye individuellement à la CNCS, on paye à l'ONEM, ainsi de suite. Mais quand on crée le guichet unique, donc il faut aller remplir un formulaire, ensuite payer à la banque. Et ça faisait jusqu'à 500 000 $ que la RVA doit à des sociétés, doit à l'État, voilà, pour ses cotisations socio-professionnelles et la dette fiscale. Or, la RVA n'arrivait pas à mobiliser tout cet argent. Du coup, 500 000 $, c'était beaucoup d'argent parce qu'il faut faire tourner les aéroports. Les aéroports principaux, les aéroports secondaires, il faut qu'il y ait l'entretien des matériels, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on vient arrêter M. Bilingue. Sinon, au cours du procès, comme dans celui de Sekopé, on a découvert que nos magistrats n'avaient pas une parfaite maîtrise sur la question des délits financiers. Oui, on a vu qu'il soit le mobile était ailleurs.
Le mobile était ailleurs, sans doute on a mobile politique. des infractions à d'autres. Beaucoup de confusion. Beaucoup de confusion. Ce qui, sans doute, laisse croire que M. Bilengue est victime d'un coup politique parce que son adjoint est un membre du parti au pouvoir. Non, est-ce que vous pensez que le fait pour lequel M. Bilengue était reproché ont changé après lui? Non. Sur la mauvaise gouvernance, sur la bonne gouvernance. Est-ce que après lui c'est pire? Est-ce qu'après lui, comment ça se passe après lui? D'abord, j'essaie de démontrer que M. Bilengue a été condamné injustement. Pourquoi? Parce que on n'a pas réussi. On dit qu'il a détourné. Mais l'argent détourné, entre guillemets détourné, n'a pas profité à lui-même. C'est de l'argent qu'on prenait pour payer les agents. Parce qu'on n'en avait pas assez. Bon, si c'en est un, il faudrait que ce soit quand même un détournement positif. Parce que des preuves existent que l'argent n'est pas parti d'un compte X pour un compte Y appartenant à monsieur. L'argent n'est jamais sorti. Parce qu'on n'arrivait pas à les mobiliser. Pourtant, c'est une dette qu'il a trouvée. Une dette qu'il a trouvée et qui s'est pérennisée. Mais ce qui est grave, c'est que après Bilengue, c'était le déluge. Monsieur du parti au pouvoir qui était là, qui a passé 8 mois d'intérim, qui a même été catapulté à la Banque centrale, sans doute récompensé pour avoir mal fait les choses. Lui-même est tombé dans ce qu'on reproche à M. Bilengue. 8 mois à la tête de la RVA, il n'a pas payé le personnel. 8 mois à la tête de la RVA, il n'a jamais versé un seul rond des cotisations socio-professionnelles à l'ONEM, à la CNSS ou encore à l'INPP. Il n'a jamais versé quoi que ce soit à la DGI. En principe, il doit être arrêté lui aussi, condamné à 20 ans de prison comme M. Bilengue, si on veut rétablir l'équilibre. Non, mais il faut que les gens se plaignent. Enfin, mais nous en parlons déjà. Nous en parlons déjà. Il faut asseoir ça par des arguments. Non, mais des arguments, c'est clair. Ailleurs, quand on dénonce un fait, la justice, le parquet se l'approprie et enquête. Oui ou non, monsieur qui est parti de la RVA pour la Banque centrale n'a pas payé les cotisations socio-professionnelles et la dette fiscale de l'entreprise. Alors, si c'est le cas, il faut qu'il soit arrêté. Mais le cas, quand on dit où est l'argent, ça signifie que Bilengue non plus n'avait pas d'argent. Voyez, Christian, vous avez un personnel ici, vous devez tourner. Vos dépenses mensuelles font jusqu'à 300 $ par exemple. Et vous n'arrivez pas à mobiliser 300. Vous mobilisez par exemple 250. À côté de ça, vous avez le loyer qu'il faut payer, vous avez les taxes qu'il faut payer. Un bon manager, vous privilégiez quand même. Parce que si M. Bilengue s'était mis à payer la CNSS, à payer tous les autres, il y a des aéroports qui ne fonctionneraient pas. Parce qu'il y a des villes où il n'y a pas d'électricité. Le groupe électrogène doit tourner à plein régime. Il faut faire tourner les V7 qui ont été installés pour qu'à partir de la tour centrale ici à Kinshasa, qu'on arrive à contrôler tous les aéronefs qui décollent sur le territoire congolais. Il faut qu'il y ait la maintenance, il faut tout ça. Et ça, il faut de l'argent. Lui, il a préféré arranger l'outil de production que de payer les agents, on va dire ça? Il a payé les agents. Oui. Il a payé les agents, il a assuré la maintenance, mais il n'a pas payé les cotisations socio-professionnelles. Et vous pensez que c'est pour ça, simplement pour ça qu'il est en prison? Pas autre chose. Mais on est lié dans l'acte le condamnant. Est-ce que maintenant, je voudrais vu le jugement? Parce que moi, j'attends voir le jugement pour voir la motivation de... Moi, j'ai lu le jugement, malheureusement, je n'ai pas amené mes documents dans la voiture. Faxé ou je sais pas moi, mais je vous l'enverrai. Donc, on les condamne, non pas parce que Azum Bongo a tina li benganaye, non, mais parce que Azum Bongo a talena salanini, na futabato. Parce que quand le personnel n'est pas payé, vous n'aurez pas un bon rendement. Vous voyez, quand les matériels ne sont pas entretenus, et ainsi de suite, vous n'aurez pas de bon rendement. Alors, on est allé petit à petit. Mais ce qui est inquiétant, Christian Bossembe, là où je dénonce une justice à double vitesse, c'est que M. Bilengue n'est pas seul dans cette situation. Toutes les sociétés publiques se retrouvent, sont surendettées. C'est vieux, cette affaire. Quand vous prenez la CNSS elle-même, vous prenez la SNEL, vous prenez toutes ces sociétés, l'ONATRA, Cohydro, tout ça. J'ai une très longue liste documentée d'ailleurs par le ministère du portefeuille et le conseil supérieur, je crois du portefeuille. Toutes ces entreprises doivent de l'argent. Toutes ces entreprises ont des dettes fiscales. Terribles. Des dettes alarmantes. En termes de millions. Oui, ça je sais. Mais comment expliquer que ce soit seulement Bilengue qu'on arrête? Pourquoi pas celui de la RVF? Pourquoi pas celui de Sonas?
Pourquoi pas celui de Dani Kohidro? Pourquoi pas celui de Snell? Parce qu'ils sont dans la même situation. Parce que si on se veut, si on veut rétablir la justice, c'est que on arrête tous ces gens. On les met en prison. Si on ne les arrête pas, il faut libérer Bilengue parce que il a été injustement incarcéré. Est-ce que c'est une affaire personnelle, vous pensez? Oui, je pense. Je pense qu'il y a des pressions. Parce qu'en ce moment, M. Bilengue s'est pourvu en cassation. Imaginez que les plaidoiries ont pris fin depuis 3 mois. 3 mois que le magistrat tergiverse. 3 mois qu'ils ne veulent pas rendre la dernière décision. 3 mois qu'ils ont constaté que le dossier est vide et que les juges de la cour d'appel avaient mal jugé ces dossiers, sans doute parce qu'ils avaient des pressions politiques. N'oubliez pas que si vous dites que les chefs d'entreprise d'hier nos entreprises étaient des vaches comme laitières pour certains dignitaires, j'ai l'impression que c'est revenu. Il y a même une croissance terrible du phénomène. Il y a des gens qui tirent des ficelles, je ne souhaite pas les citer. Est-ce que vous ne les défendez pas simplement parce que vous êtes proche de l'ancienne administration et que lui aussi était le fruit de l'ancienne administration et qu'il y a une certaine connivence ou un arrangement entre vous? Ou vous le faites parce que vous pensez véritablement qu'il est innocent et que sa place ne se retrouve pas en prison, mais plutôt aux côtés de sa famille, ou alors à la RVA? Je pense que je n'ai pas de camp politique, parce que je ne détiens la carte d'aucun parti. Je dis proche, pas que vous êtes... Avec l'ancien régime, je partage personnellement quelques valeurs avec l'ancien président, notamment sur le souverainisme du Congo, le nationalisme, j'aime ça. Pour le reste, il n'a pas été sain, il y a des choses qu'on peut lui reprocher. Monsieur Bilengue, je ne l'ai pas connu avant ce dossier. Je ne l'ai jamais rencontré. Comme je vous ai dit, défendre les droits des autres qui sont bossés, mais quand ils sont victimes d'injustice, c'est à l'ultime, c'est défendre soi-même. Parce qu'aujourd'hui, il est là où il est. Demain, ça peut être vous pour une autre histoire. Vous comprenez? Oui. Et je pense que quand j'ai écouté son avocat à la radio et que j'ai pris soin de lire ce dossier, je dis, mais tiens, ce gars qui fait quoi? Parce que j'ai quand même comparé les choses. J'ai vu qu'il y avait d'autres mandataires qui étaient condamnés et qui ont été relaxés. Je dis, il y en a quand même qui sont encore là. J'ai commencé avec le cas de Bilengue. Après ça, je pourrais encore me documenter sur d'autres cas. N'oubliez pas que notre prison de Makala, avec ses 8 millions de pensionnaires, est remplie des innocents, des gens qui n'ont rien fait, à qui on a voulu simplement régler des comptes. Si on accusait M. Bilengue pour autre chose, je comprendrais. Mais pour ces dossiers de dettes fiscales, cher ami Christian, c'est une affaire qui n'en est pas une. Alors, et je pense qu'en ce moment, la place de M. Bilengue n'est pas dans sa cellule. D'ailleurs, il est très malade, selon ce que j'ai appris. Sa place est soit à la RVA, comme on l'a rétabli aussi, l'ancien DG de l'Office des routes, ou avec ses enfants à la maison. Parce que je voudrais interpeller personnellement le président Tshisekedi, qui reconnaît la mafia qu'il y a au sein de l'armée, même au niveau de la justice. Il y a des gens qui essayent d'instrumentaliser les juges de cassation. Il faudrait qu'ils rendent vite le verdict dans ces dossiers. J'ai discuté avec certaines personnes proches de ces dossiers. Ils vous disent clairement qu'on n'a pas rétabli l'infraction pour laquelle M. Bilengue a été condamné. On trouve que le dossier est vide. Mais on ne veut pas le libérer, on ne veut pas le blanchir parce que les juges ont des pressions politiques. Qui peut mettre la pression sur un DG de la RVA? Non, qui met la pression? Qui met la pression sur des juges? Parce que l'idée, c'était que on enlève M. Bilengue. C'était du haut toit de là que j'ai mis mettre. Son adjoint était un homme du régime. M. Bilengue accusé d'avoir été nommé par l'ancien régime. Vous savez, il y a eu une guerre à un moment donné où on pensait qu'il fallait faire la table rase. Donc tous ceux qui ont travaillé avec Kabila sont des voleurs, il faut les mettre en prison. Mais Jean-Pierre, vous savez que pour faire partir Bilengue, on n'a pas besoin de l'envoyer en prison forcément. On a fait partie beaucoup d'autres DG et puis personne n'est allé en prison. Oui, peut-être que les méthodes ont changé, mais en ce moment-là, j'ai évoqué qu'il y avait, en 2020, il y a eu une cascade d'arrestations. On a arrêté des gens en désordre. Et la plupart ont été relaxés. Sauf M. Bilengue qui continue à croupir en prison par la volonté des 2 individus. Je connais leur nom et je pense qu'ils se retrouveront dans ce que je dis. Très bien. Alors Jean-Pierre, on va se lever pour terminer cette émission. Mais avant de la terminer, dites-nous, selon vous, quel doit être le jugement, la suite de la chose? Acquittement, libération, relaxation, relâchement? Qu'est-ce qu'il faut exactement? Je pense que le président Tshisekedi n'est pas passé par les dos de la cuillère.
pour dénoncer l'instrumentalisation de la justice, pour dénoncer la corruption qui gangrène encore notre appareil judiciaire. Après avoir parcouru ces dossiers, je répète que je ne suis pas juriste, mais en tant que profane, je peux déduire que M. Bilengue est arrêté pour un motif qui n'en est pas un. Alors, de deux choses l'une. Si on veut arrêter Bilengue, rétablissons l'équilibre, arrêtons tous les autres mandataires qui sont dans la même situation que lui. Alors, si on ne les arrête pas, ça signifie que M. Bilengue n'a pas sa place en détention. Il a sa place à la RVA. Si vous voulez le limoger pour d'autres raisons, ok. Mais la sentence, de mon point de vue, doit être le blanchissement. C'est ça l'expression. En tout cas, il doit être blanchi. Si. Il doit être acquitté parce que le motif pour lequel il est emprisonné est injuste. Alors, ce que je vous demanderai, moi, l'injustice, je n'apprécie pas, je n'aime pas, je la combats. Est-ce que vous pouvez nous faire parvenir les documents, les jugements, pour que l'on essaie de voir? Est-ce que vous pouvez nous mettre, pas nous mettre en contact, mais évidemment nous donner, je veux dire, le topo, le schéma qui a eu lieu, qu'on a mis en place? Comme ça, on essaie de voir où on essaie de trouver l'erreur. Et puis, on parle. Vous êtes grand journaliste et je pense que vous avez des entrées à la RVA. Oui. Renseignez-vous et on vous dira que monsieur qui a fait l'intérim de monsieur Bilengue n'a rien foutu. D'ailleurs, on l'accuse d'avoir détourné 30 millions en 8 mois seulement. On l'accuse, c'est pas quoi. On l'accuse. Très bien. On l'accuse d'avoir détourné 30 millions. Il n'a pas payé la dette. Il n'a pas payé. Il a même été récompensé. Voyez l'injustice. Alors que M. Bilengue quitte la RVA, enfin, jusqu'au moment où il y était, avait un bilan largement positif. Je vous enverrai les documents. Je ne suis pas son avocat, vous comprenez? Je me suis juste saisi du dossier parce que je trouve que les lois, les aïeux, l'obé koki kozala yo, l'obé koki kozala mosusu. Donc on défendre rien, on défendre quand de comme kebai, n'engue on défendre quand batu mosusu, on ba kangamaka injustement. Merci beaucoup Jean-Pierre Kaimbe, merci. J'attends mon invitation pour non à la balkanisation. Oh mais c'est à tout moment. Mesdames et messieurs, ça en est fini. Passez des très bons week-ends. On se retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et Dieu bénisse les RDC. Hello. Lopi na biba ila biloko olia. Ba ina ka biloko ya États-Unis. Oni ko koma bona jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino, atindeli bino. Mama Samira, ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon hey. Wow. C'est mon goût. Bana États-Unis, kolia bio et komi lolingi na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila chez Mama Samira. Ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluko komona te. Na ndenga mabete pona kozwa biloko ya détail yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. Adresse il y a entrepôt 1240 avenue Randol dans les banques. Tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo kombone Mama Samira makiambae. Plus précisément dans la Washington. Maman Martin Maman Martin Balobi shop Africa Union. Mais donc t'es à Nyonso. Biloko ya New York congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Pona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo babo ya elei. Poko babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et toi t'es tout à fait na basinois. Sinon kolia pa ya sinon kolia ni. Ndeko na yo teka. Anoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Sio mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kanganya kwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya motu ya mokombo to ezaga ne. Kala ngando ndengalani na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na peti. Po mama mande. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Po
mpona kolia na bino moko bakotela bino réunion kolia na appétit tokona yo. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, daimana shindo tweneleye, na kinyabana piko, na mosala, totonga boka kuleka kitoko, na kinyabana Congo, toye mali, loye molonde ne ya lisa.